Un trésor perdu, une malédiction millénaire, un archéologue aussi emblématique que Harrison Ford. Est-ce que ça vous parle? Non? Eh bien, c'est le genre de promesse que nous fait le cinéma depuis toujours. Et devinez quoi? C'est précisément le pitch de La Vallée des Rois, un film sorti en 1954 qui a marqué son époque. Mais entre la bande-annonce alléchante et la réalité du terrain, il y a souvent un monde. Mr. Brandon! Mr. Brandon! Quand l'équipe de ce film débarque pour de bon en Égypte, finit le scénario hollywoodien. On se retrouve face à des 45 degrés à l'ombre, des serpents qui se dorent la pilule dans les dunes et surtout des ouvriers égyptiens qui n'ont pas vu la couleur de leur salaire depuis 3 semaines. Bref, Hollywood contre le désert, la chaleur écrasante et les problèmes logistiques. Qui a vraiment gagné cette bataille épique et est-ce que ça va nous produire un bon film d'aventure? Voilà toute la question. Bienvenue aux amoureux du cinéma, de la toile et du ciné-club. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un film assez rare en soi. Vous l'avez compris, on se dirige vers l'Égypte, vers la Vallée des Rois. C'est Robert Taylor, notre guide du jour, dans le rôle de Mike Brandon, un archéologue américain charismatique, mais un brin obsessionnel. Il est persuadé par la fille d'un éminent égyptologue que le tombeau du pharaon Rahotep renferme la preuve irréfutable que Joseph, le célèbre personnage biblique, a bel et bien foulé le sol égyptien. Une quête archéologique qui touche donc au sacré, à ses côtés, ou plutôt dans ses pas, celle qui est l'instigatrice, Eleanor Parker, incarne Anne Mercedes. Le scénario, lui, ne manque pas de piquant, on leur colle sur le dos une malédiction ancestrale, un complot de contrebandiers pas très amical et bien sûr un amour passionnel et tourmenté dans des lieux aussi majestueux que les colonnes de Luxor. C'est un cocktail explosif et le mystère égyptien qui fait toujours recette. Bessora. Le studio MGM ne lésine pas sur les moyens et promet carrément la plus grande aventure jamais filmée sur le Nil. Pour l'époque, c'était une déclaration forte et pour en mettre plein la vue, le tout est tourné en Technicolor éclatant. La MGM voulait reproduire le succès des grands films d'aventure exotiques comme les mines du roi Salomon. L'objectif, que le public puisse admirer chaque grain de sable, chaque hiéroglyphe, chaque détail dans ces paysages grandioses. Le film s'inspire d'ailleurs en grande partie du célèbre ouvrage Gods, Graves and Scholars de C.W. Serham, un livre qui a popularisé l'archéologie auprès d'un grand public. Ça donne un peu le ton entre le divertissement pur et la volonté d'ancrer le récit dans une certaine réalité historique. Le film cherche à faire le grand écart. La Vallée des Rois a fait un pas de géant pour l'époque. C'est ce qui inscrit ce film dans le marbre hollywoodien. Pour la première fois, un film américain ose tourner pendant 6 semaines sur place en Égypte. On parle de Gizeh, on parle des pyramides millénaires de Luxor et ces temples grandioses d'Abou Simbel à Fayoum, même on parle à un moment donné de Suez. Bien sûr,
On ne peut pas faire l'impasse sur le désert occidental. C'est une prouesse logistique et une véritable immersion. Les équipes ont filmé les temples d'Abu Simbel dans leur état originel avant qu'ils ne soient déplacés pour la construction du barrage d'Assouan. Aujourd'hui, ces images, dans ce film, sont un véritable trésor, des archives inestimables pour les égyptologues. C'est ça la magie du cinéma quand il se met au service de l'histoire. Un article et des reportages d'époque citent le tournage près d'un ancien monastère du Sinaï, probablement une implantation autour de Sainte-Catherine, le monastère local. L'équipe a voyagé des centaines de miles, parfois à dos de chameau, et il a passé plusieurs jours avec les moines, sans confort ni grand luxe. Mais ne nous emballons pas trop vite, dès qu'il s'agissait d'une scène d'intérieur, les cryptes sombres ou de couloirs labyrinthiques, retour express au studio MGM en Californie, du côté de El Segundo. Là-bas, on a construit une crypte de 40 mètres de long, on y a allumé des torches qui par miracle ne se consommaient jamais et on a fait couler 4000 tonnes de sable propre. Et oui, j'insiste sur le mot propre. Pourquoi? Eh bien parce que le vrai sable du désert était trop poussiéreux pour les caméras. Incroyable, non? Alors, la prochaine fois que vous verrez Robert Taylor descendre dans un couloir gigantesque, l'air grave, souvenez-vous bien, il est probablement en train de marcher sur un tapis roulant californien et dans une ambiance climatisée, loin des scorpions et de la poussière du Nil. C'est le grand écart à nouveau entre l'authenticité et le confort hollywoodien. Mais ce qui compte, allez-vous me dire, c'est que la magie opère, que l'on soit transporté à des milliers de kilomètres sans bouger de son fauteuil. Dans la fiction, la preuve de l'existence de Joseph en Égypte, c'est quoi? Il suffit de trouver une statue en or et hop, la Bible est confirmée. Simple comme bonjour, n'est-ce pas? On dirait presque un jeu d'enfant. Dans la réalité, la tâche est un peu plus ardue. Pendant que Hollywood s'amusait avec ses scarabées magiques et autres artefacts, l'équipe de l'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale, une institut sérieuse, excusez-moi, fouillait depuis 10 ans le même secteur de la vallée des rois. Et qu'avait-il trouvé? Une poignée d'amphores brisées, quelques tessons de poterie et une momie de chat. Fascinant, certes, mais pas exactement le trésor qui ferait la une des journaux. Pourquoi une telle différence? Eh bien, parce qu'en archéologie, ce qui compte, ce n'est pas l'objet clinquant, celui qui brille, qui attire l'œil, mais plutôt son contexte, là où on le trouve, sous quelle épaisseur de terre. On appelle ça la couche stratigraphique. La science, mes amis, n'est pas toujours photogénique, elle est rigoureuse et parfois ennuyeuse. Alors que Hollywood essaie toujours de divertir, le maître mot c'est entertainment. Le film, sans le vouloir, et Hollywood de manière générale, réduit l'Égypte à 3 idées simples. Du sable à perte de vue, de l'or qui brille et des fantômes qui hantent les tombeaux. I hope you are not going to faint again. Try not to. Dans ce film, le spectacle prime souvent sur la véracité historique et la vallée des rois en est le parfait exemple. Donc, si le film nous vend du rêve, les coulisses du tournage en Égypte, elles, furent une véritable galère pour l'équipe. Et Eleanor Parker, qui n'est pas du genre à mâcher ses mots, le dit textuellement, c'était un cauchemar. Et on peut la comprendre. Imaginez pas de toilettes décentes sur les sites des fouilles, des hébergements situés à des heures de route des lieux de tournage, des cailloux qui s'infiltrent dans les chaussures à chaque pas, des douches sommaires protégées par une simple étoffe et cerise sur le gâteau, la production
qui retarde, voire oublie de payer les salariés de l'équipe locale pendant près de 3 semaines et frôle même la grève. C'est le genre de détail qui transforme vite une aventure en galère. Le réalisateur Robert Piroche, habitué au western américain, a découvert la chaleur assommante du désert égyptien et a tout simplement paniqué. Dépassé par les conditions extrêmes et les défis logistiques, il a eu du mal à garder le cap. Il avait peur d'être débarqué et remplacé par le studio. C'est finalement le chef opérateur, Robert Surtees, un homme de l'art qui, 3 Oscars plus tard, allait devenir une légende, qui a dû prendre les rênes et diriger de facto une grande partie de la mise en scène. C'est une preuve éclatante que parfois le vrai patron sur le tournage, celui qui sauve les meubles et assure la qualité artistique, ce n'est pas celui dont le nom est en haut de l'affiche. C'est souvent celui qui tient la lumière, qui cadre l'image, qui comprend la technique et l'art de raconter une histoire. Malgré tout, le tournage a duré 6 semaines intenses en Égypte, suivies de 5 autres plus confortables en Californie pour les scènes d'intérieur. Un double défi. On peut aussi noter les tensions personnelles, notamment entre Robert Taylor et le réalisateur Robert Piroche. Pourtant, si on lit les articles de l'époque, Robert Taylor avait plutôt une réputation d'un homme facile sur un tournage, qui connaissait ses textes, qui était professionnel. On peut aussi noter une relation sentimentale entre Robert Taylor et Eleanor Parker pendant le tournage. Ces récits proviennent surtout d'articles de fans et de mémoires, à traiter comme des anecdotes rapportées, mais pas comme des faits judiciairement établis. Mais malgré tout, on peut noter que dans une lettre envoyée à son assistante, Robert Taylor lui dit que sa compagne du moment, qui était restée aux États-Unis, lui manquait beaucoup, mais qu'il avait été pris en charge de façon romantique pendant cette absence. Une petite romance qui s'est installée et qui prendra fin dès son retour. De son côté, Eleanor Parker a vigoureusement nié tous les faits, déclarant seulement « Aucun de mes acteurs principaux ne m'a vraiment fasciné. Mais Robert, parlant de Robert Taylor, est mon préféré, un homme tellement gentil et adorable. Pour reprendre une expression un peu désuète, un vrai gentleman. J'ai été ravi de travailler avec lui. » Voilà, c'en est terminé pour les petits potins. Le budget déclaré par la MGM est d'environ de 2 065 000 $ pour une recette mondiale autour des 3 300 000 $. Et selon les comptes de la MGM toujours, le film aurait malgré tout engendré une perte nette de 200 000 $ après les coûts et la distribution. Alors, tout n'était pas noir, loin de là. Le film a eu des retombées positives, et pas des moindres. D'abord, sa sortie mondiale simultanée au Caire, à Alexandrie et à New York fut un événement en soi. En pleine guerre froide, c'était le symbole fort de culture partagée, un pont entre l'Orient et l'Occident. Une façon de montrer que malgré les tensions politiques, l'art et la découverte pouvaient rassembler. Ensuite, il y a la musique de Miklos Rozsa, un chef-d'œuvre pour créer une ambiance authentique. Il a utilisé des instruments égyptiens, ou du moins des copies fidèles inspirées par les peintures découvertes dans les tombeaux. Le résultat, c'est une bande originale qui reste un classique et qui est encore étudiée dans les cours de cinéma aujourd'hui. Et surtout, le film a ouvert une fenêtre incroyable sur l'Égypte ancienne. Des millions de spectateurs partout dans le monde ont découvert Abou Simbel, la majestueuse vallée des rois, le temple de Luxor, des sites jusqu'alors réservés aux érudits ou aux très rares voyageurs. L'effet fut immédiat et concret.
une augmentation de 30% des visas touristiques en Égypte dès 1955, selon le ministère égyptien de l'époque. Le film est précurseur. Il sera suivi de La Terre des Pharaons de Howard Hawks et l'engouement ne disparaîtra jamais pour ces lieux uniques. On pense aussi et bien sûr à Cléopâtre de Joseph L. Mankiewicz, de par sa grandeur, de par son flop intersidéral. Mais on peut penser aussi à James Bond, qui a foulé le sable de la terre égyptienne dans L'espion qui m'aimait. Et vous, quel est votre film favori se déroulant en Égypte? Alors on peut aussi avouer que la réception critique de l'époque est plutôt mixte. Elle loue les décors et les prises de vue en extérieur, la photographie, la musique que l'on a déjà mentionné, mais le film est critiqué pour son scénario inégal et un rythme parfois faible. Aujourd'hui, le film est souvent étudié comme une curiosité historique, le premier tournage hollywoodien d'une grande ampleur en Égypte. Les images d'Abou Simbel avant le déplacement. Mis à part ça, alors pour ma part, je pense que dans ces années 50, on avait besoin d'exotisme et d'aventure. Et quoi de mieux que l'Égypte, ses légendes, son passé, son architecture, ses chasses au trésor. Il y avait tant à montrer pour faire rêver le public, peu habitué à ces voyages, si ce n'est à travers la toile blanche qui se parait de 1000 couleurs sous l'effet du Technicolor. Alors, à notre époque, où toute destination est à un clic de Google Earth, est-ce que ce film nous transporte toujours aussi loin? Pour un fan comme moi, bien sûr, la réponse est évidente. On aime ce côté un peu dépassé, vieillot, mais solidement interprété. On aime cette chasse au trésor comme plus tard nous aimerons Indiana Jones, la momie, pour faire référence à l'Égypte. Le film n'a pas si mal vieilli, même si sa copie est un peu usée. On a déjà du mal à le trouver en support physique. On imagine si ce film pouvait être restauré en 4K. Quel spectacle il pourrait nous offrir. Alors bien sûr, messieurs les éditeurs, vous pourriez faire un effort pour rééditer ces films de l'âge d'or en 4K, ces Technicolor, ces westerns, ces grands films d'aventure. Après, je comprends que ce genre de film, bien sûr, ne va pas faire recette. Et bien sûr, les risques sont trop importants pour pouvoir nous offrir du 4K sur ce genre de film. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Pour en revenir au film, car oui, alors, il y a un bémol. Il en faut un. Et c'est que le film est trop court, tout simplement. Et notamment sur la fin, où la découverte du tombeau aurait mérité un peu plus d'attention, un peu plus de sueur, un peu plus de suspense. Malheureusement, on nous offre une rédemption à l'amour et un happy end, comme bien souvent à Hollywood. Et surtout, c'est très conventionnel. C'est dommage. Bon. À noter qu'une VHS est sortie en 1998, mais que sa sortie en DVD bien, se fait attendre. Comme je vous l'ai dit, moi je l'ai trouvé sur eBay. Bon, la qualité est pas folle, très honnêtement, mais d'avoir quelqu'un qui a su mettre ça, le refaire et nous le proposer, eh bien, je trouve que c'est déjà bien et moi ça me suffit. En fin de compte, la vallée des rois n'a pas changé les protocoles de l'archéologie ni réécrit l'histoire des pharaons avec des faits nouveaux. Ce n'était pas son but, mais il a fait quelque chose de tout aussi puissant. Il a changé notre imaginaire. Il nous a montré une Égypte fantasmée, certes,
mais incroyablement vivante. Il a prouvé qu'on pouvait mêler le gigantisme d'un film et l'authenticité de décors réels, à condition bien sûr de quelques compromis sur la véracité scientifique. La chaleur écrasante, les grains de sable omniprésents, il a ouvert la voie aux films d'aventure exotiques réalistes, sans avoir recours aux traditionnelles projections en transparence. Vous savez, les écrans derrière les acteurs qui défilent, voilà, ça c'était commun. Et bien là, pas du tout, on est dedans. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a déjà eu des films sur l'Égypte qui ont été faits avant, La momie du studio Universal dans les années 30, blablabla. Oui, sauf que c'était fait en studio, c'était pas fait sur place, c'était complètement différent. Si cette bataille passionnante entre Hollywood et l'archéologie vous a branché, n'hésitez pas à me dire quel score pour vous pourrait arriver. Hollywood contre l'archéologie. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis curieux du cinéma hollywoodien de la grande époque. Parlez-en autour de vous, parce que cette chaîne doit vraiment décoller. Alors, je vous invite, si vous en avez l'occasion, à redécouvrir ce film. Peut-être un peu désuet aujourd'hui, certes, mais tellement old school qu'il devient incontournable. Surtout qu'il est très rare, je le rappelle. Et si vous aussi vous aimez le cinéma que l'on pouvait voir dans la dernière séance, cette fameuse émission des années 80, début 90, eh bien vous avez d'autres rétrospectives qui vous attendent sur cette chaîne. Sur cette belle parole, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles fouilles dans ces trésors du cinéma hollywoodien. Ciao ciao, bonne toile.